Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Ici, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Dufour, le PDG de Ruinart, la plus ancienne maison de champagne née en 1729. Il nous présentera les engagements responsables de la marque. Juste après, il participera à notre débat sur ces artistes qui se mettent au service de la défense de l'environnement. Nous découvrirons l'opération Planète Art Solidaire lancée avec l'association Art of Change 21. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Woodoo. Woodoo, c'est une start-up qui réinvente le bois. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Frédéric Dufour, bienvenue. Bonjour, vous êtes donc le PDG de Ruinart, bientôt 300 ans d'existence. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, pour vous, ça doit être à la fois une fierté, mais une responsabilité aussi. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Exactement, je crois que vous avez dit les deux mots. Une immense fierté, l'impression évidemment de n'être qu'un petit maillon dans une longue histoire de cette maison et de cette marque. Et puis oui, bien sûr, une grande responsabilité aussi, parce qu'au-delà de cette durée, nous sommes la première maison de champagne, la plus ancienne, et donc aussi une responsabilité dans la définition, quelque part, de ce que doit être le champagne. La définition, ça veut dire aussi les hectares qui y sont consacrés. Ça, c'est figé, c'est ça, si j'ai bien compris ? Non, rien n'est jamais figé. Et ouais. Il est certain qu'au cours de toute notre histoire, il y a eu des hauts et des bas. On est presque le reflet de l'histoire de France, ouais. Donc avec des moments de gloire et de développement et des moments extrêmement difficiles, notamment au XXe siècle, avec plusieurs périodes difficiles. Donc non, rien n'est figé. Et par contre, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu une nouvelle histoire moderne et à travers... Parce qu'on va en parler de tous nos engagements RSE, qui est vraiment qui est exceptionnel et qui est très Alors justement, avant de parler de ces actions pour réduire votre impact environnemental, est-ce que vous le ressentez ? C'est-à-dire dans le quotidien des viticulteurs, par exemple, est-ce qu'on vendange de plus en plus tôt en Champagne ? Alors, je vais vous donner deux chiffres. La première, c'est que dans les 30 dernières années, en moyenne, il y a un peu plus d'1 degré, 1,1 degré de plus dans nos vignes. Donc, c'est considérable, en fait, sur la maturité des raisins. Le deuxième chiffre, c'est qu'avant 2003, il y a eu une seule vendange au mois d'août. Depuis 2003, on en est à la 6e. Donc ça aussi, je crois que ça va. Donc oui, c'est une réalité, et une réalité qui s'accélère. Ouais. Et vous avez 3 siècles d'histoire pour faire le comparatif. Donc il y a cet engagement pour une agriculture durable. Ça veut dire quoi déjà dans le principe, dans la philosophie pour vous ? Alors, c'est une certification qui existe, définie par le CIVC, qui est l'organisme collectif du champagne, et qui, en quelques mots, a un peu plus d'une centaine de notions derrière, dans 4 domaines. La méthode de viticulture, au sens large, et donc les intrants, la biodiversité, la gestion de l'eau et des déchets, et le dernier point, la réduction des gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est assez vaste comme certification. Et oui, donc, et cette certification, c'est certification viticulture durable et haute valeur environnementale. Alors, c'est viticulture durable en Champagne. La haute valeur environnementale est une certification qui dépasse la Champagne et qui est plus nationale. Et nous sommes certifiés donc, depuis qu'elles existent en 2014. Donc voilà, même si on était engagé sur cette voie-là depuis bien plus longtemps. Ouais. Alors, si on prend justement ces différents leviers, les intrants, ça veut dire moins de pesticides, par exemple ? Ça veut dire moins de produits, effectivement. Et quelque part, ça consiste à dire on ne traite que le moment où il faut, et juste à l'endroit où il faut, et juste la quantité où il faut. Donc c'est de le faire de façon durable. Alors évidemment, tout de suite, on se dit pourquoi vous le faites. Il faut comprendre qu'on est le vignoble le plus au nord du monde. La Champagne, c'est un climat très humide, froid, et donc c'est aujourd'hui, on pense, impossible de ne pas traiter. Mais c'est des doses extrêmement petites. Oui, mais ça veut dire qu'on utilise plus de pesticides, par exemple en Champagne, que dans d'autres vignobles du sud du pays ? Potentiellement, c'est possible. Ouais. Après, vous savez, il y a quelquefois confusion entre les modes bio et les modes de viticulture durable. La bio ne dit pas qu'on ne traite pas, c'est avec quel type de produit vous traitez. Mais quelque part, vous êtes toujours obligé de traiter la vigne, sinon vous perdez vos produits. Alors, vous avez des vignes en propre, c'est ça, et des viticulteurs partenaires. Est-ce que
ce label, cette certification viticulture durable, elle existe pour tous les viticulteurs qui travaillent avec vous, ou est-ce que c'est un objectif? Alors, nous sommes à 100% dans nos vignobles viticulture durable depuis 2014, comme je l'ai dit. Et par contre, on a un accompagnement des viticulteurs qui nous livrent nos raisins. Il faut savoir qu'en Champagne, il y a environ 10%, dans les grandes maisons, il y a uniquement 10% de vignons propres. Nous sommes à 25%, nous sommes au-delà. Donc 90% en moyenne dans la Champagne, c'est des vignerons qui vous livrent votre raisin. Donc là, ce que l'on fait, c'est un mouvement d'accompagnement de ces vignerons. À la fois, c'est beaucoup de travail administratif, à la fois, c'est beaucoup de savoir-faire, et puis financier aussi, on les accompagne. La Champagne s'est donné comme objectif 2029 pour avoir l'ensemble de la Champagne en viticulture durable. Et ça, c'est un objectif de toute la profession, pas seulement de la maison Ruinart. Les emballages, c'est la signature d'un flacon de champagne, d'une maison de champagne. Comment vous réussissez à concilier prestige et réduction de l'impact? C'est pas si simple. Voilà un bel objectif. En tout cas, c'est un objectif qu'on s'est donné il y a maintenant 3 ans. On avait déjà des coffrets. Traditionnellement en Champagne, on a un coffret rectangulaire, plutôt joli. Comme tout le monde, on en avait un. Il était déjà le plus propre du marché. Il était déjà avec des forêts, de papier sur des forêts éco-gérées et pas de plastique dedans, ce qu'on a arrêté en 2015. Mais on s'est donné comme objectif d'aller beaucoup plus loin. Et là, on était un peu à la limite des savoir-faire. Donc, on a eu 2 ans de recherche et développement pour arriver à trouver cette solution qui est une coque en fait, on l'appelle la seconde peau, 9 fois plus léger, monomatériaux, que du papier, totalement éco-conçu et éco-responsable, réutilisable et même compostable, même si on ne prône pas d'aller le composter dans la nature, mais il est compostable. Donc seconde peau du champagne, ça veut dire que ça enveloppe complètement la bouteille? Exactement, donc ça moule. Alors en plus, ça met en relief ce qui est aussi très bien pour nous, parce qu'on a un flacon qui est assez iconique. C'est le flacon d'ailleurs du XVIIIe siècle, les flacons historiques en Champagne que l'on utilise aujourd'hui, qu'on a un petit peu modernisé, et ça le permet de le mettre en avant, parce qu'il a une forme très particulière. Ça demande, vous l'avez dit, combien d'années de recherche et développement? 2 ans de recherche et développement, avec 7 prototypes, 3 sociétés. On a beaucoup travaillé avec un Anglais qui s'appelle James Cropper, qui est spécialiste de ce genre de choses, mais on était à la limite des savoir-faire. Pour le transport, vous faites quel choix? Parce que là aussi, il y a des enjeux qui sont des enjeux internationaux. Le champagne, par définition, c'est le prestige de la France, donc il va partout dans le monde. Alors, le transport, on a arrêté l'avion déjà depuis 2015. Donc là aussi, c'était un engagement extrêmement fort qui paraît difficile tant qu'on ne l'a pas fait. Une fois qu'on s'est organisé pour le faire, on va dire aujourd'hui, je dirais c'est derrière nous et on ne se pose absolument plus la question. Aujourd'hui, on travaille sur le transport du dernier kilomètre, qui là est un enjeu extrêmement complexe, puisqu'il faut aller livrer des produits dans énormément d'endroits et avec des camions qui sont les plus propres possibles. Donc là, on est sur la France aussi assez avancé. On travaille avec le groupe Veolog, qui est le plus avancé, vers chez vous. Et on arrive à livrer 60% de nos livraisons par des camions propres, soit électriques, soit au biogaz. Et là aussi, vous avez des objectifs de progression dans les années à venir. Des objectifs de le faire dans le monde entier. Là, évidemment, ça va. Là, vous êtes tributaire d'un tiers, d'un transporteur qui a cette capacité, qui va investir pour ça. Donc, ça prend du temps. Mais c'est évidemment un engagement que l'on a dans le monde entier. Oui. Il y a aussi les actions en faveur de la biodiversité. Alors, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Reforest Action. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont passé des partenariats avec Reforest Action. On se demande même s'ils vont avoir assez d'arbres à planter à un moment. Mais alors vous, il y a quelque chose d'original, c'est que vous plantez chez vous, c'est ça? Vous plantez dans vos vignes? Oui, alors on a un double partenariat avec eux, mais on a voulu commencer à le faire chez nous, dans nos vignes. À la fois alors dans le cadre d'une politique que l'on a chez LVMH, de régénération des sols. Et donc là, on a voulu aller un cran plus loin que la viticulture durable et donc faire un projet, ce qu'on appelle la vitiforesterie, c'est-à-dire c'est l'agroforesterie appliquée à la vigne. Et donc, en gros, ça consiste à remettre des arbustes, des arbres dans les vignes, tout autour des vignes. Mais qu'est-ce que ça apporte? C'est joli ou ça apporte quelque chose? C'est joli aussi, mais enfin, c'est pas la première raison. La première raison, c'est que ça régénère les sols, donc ça apporte des nutriments différents. Ça régule l'eau. Les racines des arbres vont plus loin dans la terre, plus profondément, et ramènent l'eau en surface pour aider la vigne. Ça protège les températures.
on espère, tout ça c'est des projets qui l'avenir nous le dira, mais qu'on gagne 1 degré de moins l'été et probablement 1 degré de plus l'hiver. Et nous en plus on est sujet à des vents extrêmement froids et qui viennent du nord, et en mettant des haies sur ces côtés-là, ça protège également la vigne. Et puis ça permet d'être des réservoirs d'oiseaux, de chauves-souris, et donc qui vont nous aider à attaquer les nuisibles de la vigne. Donc il y a énormément de bienfaits, et l'avenir nous le dira à quel point c'est... Ce programme avec Reforestation, c'est aussi une façon de compenser votre impact carbone. Oui, donc global, effectivement. Donc on a commencé en Champagne. On veut d'ailleurs accompagner la Champagne et aider. On est déjà en contact avec un certain nombre de viticulteurs qui, à leur taille, nous on fait ça sur 40 hectares. Donc c'est extrêmement significatif. C'est très rare de trouver 40 hectares d'un seul tenant en Champagne. Et donc on va évidemment se rapprocher de ces viticulteurs et monter là aussi et être un peu précurseur avec eux de cette avancée. Et on a par ailleurs un grand projet de reforestation. Alors là, au-delà de la Champagne, de créer de la biodiversité et des forêts, je le rappelle, qui sont les principaux puits de carbone en dehors des océans dans le monde avec Reforestation. Vous restez avec nous, on va parler maintenant, Frédéric Dufour, du rôle des artistes dans la défense de l'environnement. Merci. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'art peut-il se mettre au service de la défense de l'environnement? C'est le thème de notre débat avec Alice Audouin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente et fondatrice d'Art for Change 21, et toujours Frédéric Dufour, le président de Ruinart. Peut-être qu'il faut que vous nous présentiez tout simplement votre association pour commencer. Oui, alors Art of Change 21 a été créé en 2014. C'était juste avant la COP 21, justement, pour parler des enjeux du 21e siècle. Ça vous éclaire déjà sur ce chiffre. Et Art of Change, c'est l'idée que l'art puisse contribuer au changement. Donc nous menons beaucoup d'actions dans le monde, non seulement avec des artistes contemporains sur les enjeux de l'environnement, mais nous sollicitons aussi la créativité de chacun à travers des ateliers, et notamment dans le cadre d'un grand projet mondial qui s'appelle Maskbook, M-A-S-K-B-O-O-K. 10 000 participants aujourd'hui dans le monde, et qui, à partir du masque, donc idée née en 2014, mais presciente sans le savoir. Oui. On a des images d'ailleurs, on peut les regarder. Voilà, permet de créer à partir du recyclage, à partir de ses propres talents, et d'avoir une nouvelle façon aussi de s'exprimer en tant que citoyen par la créativité sur les enjeux environnementaux. Oui. On voit quelques-uns de ces masques. Voilà. Donc ça a été lancé dans le cadre de la COP 21, c'est à ce moment-là? Exactement. Et là, c'est un film que nous avons fait pour fêter justement les 5 ans de l'accord de Paris, en collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Fondation Schneider Electric, avec beaucoup d'acteurs mondiaux qui portent des masques créés par des artistes. Oui, des masques créés par des artistes. Donc l'engagement de votre association, c'est vraiment dans cette direction, la défense de l'environnement? C'est toujours relié l'art et l'environnement. Vous allez toujours avoir un thème environnemental, le climat, la biodiversité. Prochainement, nous allons faire une grande exposition au sein du Congrès mondial de la nature IUCN à Marseille sur le thème de la biodiversité, une fois encore par l'art, par des œuvres d'art, par les artistes. On est toujours au croisement de ces deux chemins. Et donc, vous lancez un concours qui est intitulé Planète Art Solidaire. C'est quoi le principe de ce concours? Alors, c'est aussi ce qui explique que nous soyons oui, parce que Ruinart est mécène du concours. Parce que sans, justement, la Maison Ruinart et sans Frédéric Dufour qui a apporté son soutien, ce projet n'aurait pas lieu. Eh bien, l'idée, cette fois-ci, est simple. C'est de faire face quand même à la situation actuelle qui affecte énormément la jeune génération des artistes qui sont engagés sur ces sujets, sur l'environnement, et de leur apporter une aide pour qu'ils continuent à créer. Ah oui, pardon, je vous interromps. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu un effet Covid. Vous vous êtes dit, c'est un monde qui souffre et donc il faut qu'on les aide, c'est ça? Alors, il y a eu deux choses. Il y a tous les artistes souffrent et on veut aider les artistes. Mais en particulier, on pense que ceux qui travaillent sur l'environnement, et Frédéric partage aussi cette vision, eh bien, on pense qu'il faut d'autant plus les aider parce qu'ils apportent aussi des clés de compréhension par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ils apportent un avenir aussi plus écologique. Et donc, pour nous, ils ont une place un tout petit peu stratégique dans l'art aujourd'hui.
à l'heure où ils ne sont pas toujours très mis en avant dans le champ de l'art, et c'était aussi une raison de les aider en plus. Pourquoi vous avez accepté de devenir mécène de ce concours ? Je dirais, Alice a dit 3 choses qui pour nous étaient clés. D'abord solidaire, donc on avait beaucoup aidé l'année dernière des chefs, des soignants qui avaient été affectés. Puis finalement, on s'est rendu compte que le monde de l'art, on travaille beaucoup avec eux. Pour nous, c'est un vecteur extraordinaire. Et on s'est aperçu qu'eux, on les avait pas aidés et que quelque part, avec ce dernier confinement, encore une fois, la culture était touchée. Donc on a voulu faire une action solidaire. Là-dessus, après, vous l'avez compris, développement durable, c'est évidemment ce qui nous touche et c'est notre grande cause. Donc c'était totalement logique de dire qu'une action telle que celle que proposait Alice était pour nous. Et je veux juste revenir peut-être sur une chose qu'a dit Alice aussi, c'est que pour nous, c'est un vecteur de sensibilisation des publics qui est extraordinaire. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est sensibiliser autant que faire se peut les publics sur ces causes climatiques qui sont le grand défi de nos années à venir. Mais vous pratiquez le mécénat depuis longtemps. Ruinart pratique le mécénat depuis longtemps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous donnez des cartes blanches à des artistes, par exemple ? Oui. Donc, toutes les années, on a un programme qui s'appelle Carte Blanche et on donne. Alors, on a toujours pris des artistes engagés, là aussi, toujours sur ces causes-là. Et on leur donnait une carte blanche, une résidence chez nous. Ils viennent pendant une semaine et puis ils sont inspirés par nos valeurs, par notre histoire. Mais est-ce qu'ils étaient forcément engagés dans la défense de l'environnement ? Parce qu'on a l'impression que chez les plasticiens, c'est un peu tardif cet engagement. Vous allez me dire tout à l'heure si vous êtes d'accord, mais est-ce que c'est plus récent cet engagement ? Je dirais que ça fait 6 ans. En tout cas, c'était un critère pour nous clé. Enfin, les derniers, je pense à Liu Bolin, qui est très engagé sur les aspects sociétaux. Je pense à Vic Muniz, qui est extrêmement engagé à la fois sur le développement durable, à la fois sur les aspects sociétaux, notamment au Brésil. Je pense à Pete Heineck, avec la réutilisation de vieux bois. Donc, c'est toujours été un critère depuis longtemps. Je dis ça parce que moi, j'ai l'impression que le cinéma, peut-être la bande dessinée, se sont emparés de ces thèmes. La musique aussi, depuis longtemps, et la sculpture et la peinture un peu plus tardivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Je suis malheureusement d'accord avec cette idée. Il y a eu plus d'initiatives, en tout cas visibles, dans le champ du spectacle vivant, des arts de la scène, du théâtre. Mais aujourd'hui, il y a une immense génération, il y a une vague colossale, et c'est pour ça que l'idée de soutenir la jeune génération était cruciale pour nous. Aujourd'hui, on a vraiment un renversement total de tendance. Et soulignons quand même que Olafur Eliasson, qui est le parrain de mon association Art of Change 21, ou Thomas Saraceno, que Frédéric connaît bien aussi, ce sont des grands artistes mondiaux qui portent maintenant ces sujets. Donc ça a changé, j'ai envie de dire, du côté des deux extrémités. Les très grands artistes se sont beaucoup plus engagés, ceux qui avaient une visibilité dans l'art, et ça accélère le mouvement. Et une nouvelle génération d'artistes très importante est en train d'émerger. Alors c'est sans doute cette nouvelle génération d'artistes que vous allez aider avec ce concours Planète Art Solidaire. Comment ça va se passer en fait ? Comment ils peuvent concourir et comment vous allez les récompenser ? Très concrètement, nous avons créé un site, planetartsolidaire.org, d'ailleurs éco-conçu et certifié Green IT. C'est important que dans nos propres actions, nous intégrions aussi le développement durable. Il y a un questionnaire de candidature qui est très simple, rapide. Ce n'est pas un appel à projet. Nous ne leur demandons pas d'imaginer une œuvre et de passer du temps. On va juste porter l'accent sur 3 choses. La qualité de leur démarche artistique, la place de l'environnement dans leur travail et à quel point ils ont été affectés par la crise sanitaire. Un jury prestigieux composé d'Emma Lavigne, la présidente du Palais de Tokyo, ou d'Emmanuel Ecochia, ce fameux philosophe qui parle beaucoup de ces sujets, et bien d'autres, se réuniront pour désigner les 21 lauréats qui auront donc 2 000 € chacun, donc un soutien de 42 000 € en tout, et qui leur sera remis en juin. Fin des candidatures le 31 mai. Voilà, les messages sont passés. Et en juin, on ne sait pas encore la date, vous attendez de savoir... On délibère le 9 juin et on attend de savoir si nous pourrons organiser peut-être à Reims ça va dépendre ailleurs. du calendrier sanitaire, voilà. On a bien compris, mais ce sera au mois de juin. On a démarré par là, Frédéric Dufour, les bientôt 300 ans de Ruinart, donc cette maison qui est née en 1729. Quelle part l'art va prendre là dans les années qui viennent pour célébrer cet événement ?
Je dirais elle est centrale, mais comme elle l'est déjà depuis un certain nombre d'années. Oui, totalement centrale. De toute façon, pour nous, c'est un moyen de communication qui apporte de l'émotion, qui apporte une sensibilisation, qui apporte énormément de modernité et qui, pour nous, est un peu une évidence. On a été les premiers, je ne l'ai pas dit, la première maison, même au-delà du Champagne, en 1896, notre première collaboration avec Alfred Mucha, donc Alphonse Mucha, pardon. Ouais. Donc ça fait un moment que c'est dans les gènes de cette maison. Ça veut dire des expositions sur place, dans vos vignes, dans vos chais ? Oui, donc on a l'ensemble de nos cartes blanches dont on parlait tout à l'heure, en fait, après nous appartiennent et sont visibles au sein de la maison. On est d'ailleurs en train d'avoir un grand projet de développement au sein de la maison et on aura une galerie d'art pour arriver à mettre en œuvre aussi et mettre en scène des artistes qui ne sont pas seulement ceux avec qui on travaille. Donc on peut les voir à Reims et puis après on a itinérant, on fait un certain nombre d'événements où on montre ces collaborations. Oui, d'ailleurs j'ai dit les chais, mais est-ce qu'on dit, c'est pas plutôt les crayères en Champagne ? Alors c'est quoi ? Non, on ne dit pas les crayères en Champagne. Les crayères c'est très particulier. Ouais. On n'est que 4 maisons à avoir des crayères, oui. Donc elles datent du Moyen Âge. C'est 40 mètres de profondeur. On est donc une des 4 maisons à être UNESCO. C'est une cathédrale. C'est des cathédrales de craie. Voilà. Ouais. Donc le reste en Champagne, c'est des caves classiques comme vous pouvez. Il peut y avoir une exposition dans votre crayère ? Vous pouvez. Ouais. D'ailleurs, on a une autre maison de Champagne qui en fait régulièrement. Donc, c'est possible. Alors, pas dans la durée, parce qu'il y a quand même un taux d'humidité qui est très important, qui permet de conserver nos flacons et nos vins. Mais alors nous ne le faisons pas dans les crayères, nous le faisons au niveau du... Mais en ce moment, il y a Mawad de Laurier qui a une belle installation, retour aux sources aussi. Dans ces souterrains mystérieux, très évocateurs. Bon. Et donc... Voilà, que j'avais eu le plaisir de découvrir avant que le vent de la pandémie ne s'abatte sur nous. Et il va se calmer ce vent. Le Champagne au service de l'art. Merci beaucoup et au service de l'environnement. Merci à tous les deux d'être venus participer à Smart Impact. Merci. Tout de suite, une start-up à l'honneur. On va parler de bois réinventé. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours, avec Woodoo aujourd'hui. Bonjour Timothée Boitouzet, bienvenue. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir. Woodoo, c'est à la fois un retour au bois et un concentré d'innovation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous créez de nouveaux matériaux ? Alors, nous, concrètement, notre métier, c'est de prendre le bois, donc un matériau ancestral, qui n'est pas forcément lié avec l'innovation dans la conscience collective, et de lui donner des propriétés tout à fait pionnières grâce à la technologie. Donc on fait du bois transparent, qui est substitué au verre. On fait du bois armé, aussi rigide que de l'acier. Donc on a différents types de matériaux, et tout ça à partir d'une biomasse renouvelable et bas carbone. Mais alors, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous retirez au bois ? Parce que c'est ça l'histoire, vous retirez c'est quoi, de la lignine ? La lignine. La lignine, vous retirez la lignine, et qu'est-ce que vous mettez à la place ? Alors, vous connaissez la gastronomie moléculaire ? Oui. Eh bien, nous, c'est la même chose qu'on applique dans le monde des matériaux, c'est-à-dire qu'on fait du design moléculaire. Donc, on enlève une molécule du bois qui pose problème, parce que c'est ce que les insectes mangent, parce que c'est ce qui donne au bois sa rigidité, mais c'est pas optimal, c'est ce qui s'oxyde avec l'air et l'humidité, donc la lignine. Cette molécule qui pose problème, on l'enlève de manière très sélective et on la remplace par différents types d'éléments de remplissage, donc du bois et de la lignine, donc ça substitue à la lignine, pour lui donner différentes propriétés, donc soit de rigidité, soit de transparence. On ne va pas aller dans des détails scientifiques. Donc en fonction de ce que vous voulez faire de ce nouveau matériau, vous allez remplacer la lignine par quelque chose, c'est pas toujours la même chose, si j'ai bien compris. C'est pas toujours la même chose, ça dépend des propriétés finales qu'on recherche du matériau. Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité ? Ça ouvre la possibilité de remplacer tous les matériaux émissifs qui, à notre sens, n'ont plus leur place au XXIe siècle par des matériaux bas carbone, haute performance. Par exemple, sur votre site, j'ai vu qu'il y avait des démonstrations qu'on pouvait imaginer utiliser du bois, par exemple dans le secteur automobile, comme un écran tactile. C'est-à-dire que vous rendez le bois utilisable comme un écran tactile. On le fait déjà, oui, avec des partenaires comme Mercedes dans le monde automobile, par exemple. Et donc, en fait, on rend le bois, d'une part, translucide ou transparent, c'est-à-dire que la lumière, l'information peut passer au travers, mais en plus, on rend la surface
tactile, donc exactement comme votre téléphone portable. Ensuite, on combine ça avec des technologies d'écran et ça crée des surfaces intelligentes. Ça le rend plus résistant aussi, ce bois? Oui, plus résistant à l'eau, plus résistant au feu, donc imputrescible, plus résistant à l'abrasion, donc le frottement. Voilà. Donc vous en êtes où de votre développement aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 32 personnes dans l'entreprise, on a 41 brevets, donc on est très actif sur le dépôt de brevets, on a 3 sites de production et on a signé nos premiers contrats pluriannuels industriels et on se prépare à faire une opération de levée de fonds. D'accord. Des contrats pluriannuels industriels avec quel type de partenaires? Des partenaires dans le luxe. Le secteur du luxe. Et qui vont l'utiliser pourquoi? Donc, dans le secteur de l'horlogerie, par exemple, dans le secteur des intérieurs de boutiques, donc dans différents types d'applications. Ok. Vous avez déposé, je crois, 43 brevets, vous l'avez dit, 41 brevets, plus de 30 distinctions depuis 2016. Ça rend fier, ça. À quel point ça vous ouvre des portes? Est-ce que ça vous crédibilise? C'est ça l'idée? Alors déjà, les prix d'innovation, ça donne beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, on n'a jamais fait de prospection. On a une équipe de vente réduite et on a 450 entreprises qui nous ont contactés pour avoir accès à ce matériau. Donc ces prix, ça a créé une campagne médiatique autour du produit et puis ça nous a aussi rapporté des financements. D'accord. Donc la levée de fonds, elle va vous servir à quoi? Eh bien, à build up, à faire grossir, à organiser l'équipe des sales, donc de la force de vente, à accélérer sur la disponibilité de ce matériau à plus grande échelle, parce qu'aujourd'hui c'est à des échelles réduites, donc en petit volume, et aussi à accélérer notamment sur des sujets internationaux, parce qu'aujourd'hui on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. Quand vous déposez autant de brevets, ça vous permet de ne pas être copié. Est-ce que vous avez des concurrents? Alors, on a certains concurrents, mais qui ne font pas exactement la même chose que nous. Et ça dépend sur quel type de matériau. Donc, sur le bois transparent ou translucide, par exemple, on a 2 concurrents, un américain et un suédois, mais on est les plus avancés en termes de développement. Donc, les brevets, en fait, la protection d'une innovation, ça se fait par 3 choses. Ça se fait par les brevets, par le savoir-faire ou le secret de fabrique, et aussi par les clients et la rapidité d'accès au marché. Et la visibilité. Donc 3. Merci beaucoup, merci Timothée Boitouzé. Bon vent à Woodoo. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les box à 9h, midi, 20h30 tous les jours, quand vous le souhaitez, sur bismart.fr. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.